Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens, organisé en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous recevons aujourd'hui Claude Greff. Claude Greff, député UMP d'Indre-et-Loire, ancienne secrétaire d'État à la famille dans le dernier gouvernement de François Fillon. Claude Greff, bonjour. Bonjour. Dites-moi, j'apprends que c'est votre baptême du feu. Que dimanche, ce sera votre première manifestation de rue. Ce sera pour le mariage homosexuel, contre le mariage homosexuel. Alors c'est vrai que vous êtes venu un peu tardivement en politique, en 2002, dans une élection un peu surprise, une victoire surprise en Indre-et-Loire. Vous êtes, dites-vous, gaulliste et humaniste, gaulliste social et humaniste. Et lorsque vous étiez secrétaire d'État à la famille, vous aviez concocté, préparé une union civile pour les homosexuels. Alors, on est en plein dans l'actualité. Pour ce Face aux chrétiens, vous serez interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix, bonjour. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame bonjour. Et Benjamin Rosier de RCF. Bonjour. Alors tout d'abord une question, Claude Greff. Je voudrais savoir qu'on fasse un peu d'explication et que vous nous disiez en quoi la reconnaissance du mariage homosexuel va-t-elle changer les repères pour le mariage hétérosexuel? Qu'est-ce que ça va changer pour l'essentiel, pour la plupart des Français? Ça va tout changer. Ça va tout changer parce qu'aujourd'hui, nous avons un code civil qui définit le mariage par le principe même que c'est l'union d'un homme et d'une femme, et toujours dans l'objectif de la protection du plus faible qui sera dans la famille, à savoir les enfants. Cela veut dire qu'à l'issue du mariage d'un homme et d'une femme, on envisage la filiation. Et de tout cela, eh bien, au travers de cette loi qui aujourd'hui est une loi mal ficelée, que je condamne, qui est une loi qui n'apporte pas la réponse que demandent aujourd'hui les homosexuels, qui va bien au-delà, bien souvent, et qui va générer des oppositions, voire de l'homophobie beaucoup plus importante que nous ne l'avons malheureusement connue avant. Je trouve que faire une loi, c'est compliqué. Faire ce genre de loi est extrêmement compliqué, et je le dis très brièvement. Pourquoi? Parce qu'on mélange dedans l'union, on mélange dedans l'adoption et ensuite la filiation. Et pour ces trois thèmes-là, nécessiteraient véritablement qu'on s'arrête sur chacun des objectifs. Lorsque j'étais secrétaire d'État, j'avais été sollicitée par la communauté des homosexuels qui m'avait dit « Nous voulons une reconnaissance ». Et à ce titre-là, j'étais tout à fait favorable à ce qu'on reconnaisse cette union, tant sur le plan social que sur le plan financier, voire juridique, parce que je reconnais aujourd'hui, sincèrement, que deux hommes ou deux femmes peuvent s'aimer et qu'ils ont envie de le dire à la société. Et que pour le dire à la société, il faut pouvoir le déclarer. Et donc le déclarer, le faire juridiquement et socialement de façon officielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de l'adoption. Et l'adoption en France est bien faite et mal faite à la fois. Bien faite parce qu'elle a rempli, je crois, son devoir. Mal faite parce qu'elle est mal comprise par la population française. Nous avons deux possibilités d'adopter. L'adoption plénière. Cela veut dire que l'on occulte l'identité des parents géniteurs, soit parce qu'ils n'existent plus, soit parce qu'ils ont abandonné l'enfant. C'est l'adoption classique que les Français connaissent. Mais ils ignorent l'existence de l'adoption simple. Et l'adoption simple pouvait répondre non seulement à des situations de famille, mais également à celles et ceux qui sont aujourd'hui homosexuels. Toujours sur cette question, on va y rester un certain temps. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Si deux hommes ou deux femmes peuvent s'aimer, est-ce qu'on peut interdire ou empêcher que les mêmes possibilités leur soient données qu'aux autres couples? Autrement dit, si on peut s'aimer et le dire à la société, est-ce qu'on peut empêcher la PMA, la GPA, tout ce qui va avec le mécanisme d'engendrement classique et de production de la filiation? C'est bien la difficulté, justement, de ce projet de loi. Et c'est pour ça que je vous dis que ce projet de loi est mal ficelé. Parce qu'il mélange alors comment tout. bien le ficeler? Alors comment si il fallait le faire comme je l'avais proposé en tant que secrétaire d'État lorsque j'étais au gouvernement de François Fillon sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. D'abord travailler sur l'union,
civil, ce qui permettait un engagement civil à celles et ceux qui le souhaitent. Alors on va me dire, il y avait le Pacs, sauf que le Pacs n'est pas une cérémonie. C'est un acte qui est fait par un officier, quel qu'il soit, et qui n'a pas le caractère de reconnaissance sociale et qui ne remplissait pas la totalité des besoins des personnes qui vivent ensemble, à savoir la protection de l'autre conjoint, du couple. Je parle du couple, hein. C'est pour ça que je ne parle pas de mariage, du couple. La possibilité de sécuriser juridiquement et financièrement le conjoint, donc du couple également. Mais vous vous arrêtez là. Vous fermez la porte de la filiation après. Et c'est la raison pour laquelle j'expliquais qu'il fallait d'abord envisager l'union civile qui méritait une loi. Ensuite, revoir notre adoption française qui mérite d'être vue aujourd'hui compte tenu de la situation des parents hétérosexuels qui n'arrivent plus à adopter des enfants parce que nous en avons évidemment moins en France que nous n'en avions auparavant lorsque l'adoption a été créée. Mais de plus, nous avons de nombreux enfants qui ne peuvent pas être adoptés aujourd'hui parce qu'ils ont encore des parents, mais dont on a retiré l'autorité parentale. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus la capacité d'accompagner, d'élever, d'éduquer les enfants, et auquel cas ces enfants sont en permanence dans des foyers parce qu'ils ne peuvent pas être adoptés. Ils ont leurs parents, donc d'autres parents ne peuvent pas les adopter. Et c'est donc l'objectif de l'adoption simple qu'il fallait revoir pour que justement des parents qui ont envie de donner de l'amour, qui ont envie d'accompagner des enfants, qui sont donc vraiment capables d'avoir des enfants, puissent le faire de façon simple, sans occulter le géniteur, les parents géniteurs. Laurent de Boissieu de la Croix, vous avez bien distingué 3 points, union, adoption et puis filiation. Je vais rester sur l'union pour l'instant pour aller au fond des choses. Vous parlez d'union civile pour les couples homosexuels. Alors, si cette union a les mêmes droits que le mariage, pourquoi ne pas appeler ça mariage? Et si cette union n'a pas les mêmes droits que le mariage, vous ne répondez pas aux revendications des couples homosexuels. Sauf que tous les couples homosexuels ne réclament pas l'adoption et la filiation. Beaucoup ont envie... C'est le lien adoption-mariage qui fait que vous ne voulez pas que ce soit un mariage, mais une union civile. Complètement. C'est le lien filiation directe à ce qui est fait aujourd'hui en France dans le Code civil quand on instaure le mariage. C'est le lien filiation que nous ne voulons pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous pensons aussi à l'enfant. Beaucoup de gens nous disent qu'il faut arrêter de parler des enfants parce que les enfants ont des parents, ils savent se débrouiller. Puis dans notre société aujourd'hui, bon, c'est pas le problème. C'est d'expliquer qu'aujourd'hui, un enfant est jusqu'à désormais, un enfant est toujours issu d'un homme et d'une femme. Et quand 2 hommes ou 2 femmes souhaitent, et c'est au travers de vos propos, se marier, auquel cas on insinue quelque part qu'un enfant peut être fait par 2 hommes ou par 2 femmes. Et c'est cela qu'il ne faut pas générer, c'est cette confusion. Il faut respecter chacun, j'allais dire aimer chacun, et je crois que c'est important. C'est la raison pour laquelle mon premier combat a été contre l'homophobie. Je crois qu'aujourd'hui, la France a beaucoup grandi, si vous me permettez l'expression. Autant les homosexuels ont souffert de notre société et de bien d'autres sociétés. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'acquis. Notre société a compris qu'il fallait aimer aussi et reconnaître celles et ceux qui vivent en couple et qui ont le même sexe. Donc ça, c'est un premier projet. L'union civile, qui répondra à cette reconnaissance nationale, sociale et juridique. Deuxième point, l'adoption qu'il faut réviser tant pour les hétérosexuels que pour les homosexuels. Il faut en effet revoir tout cela. Et troisièmement, la filiation qui ne peut pas changer. L'enfant est toujours issu d'un père et d'une mère, quoi qu'il arrive. Benjamin Rosier de RCF, une question. Alors, des familles homoparentales existent déjà de fait. D'ailleurs, l'un des arguments importants des partisans de ce projet de loi, c'est nous souhaitons aussi pouvoir protéger les enfants de ces familles-là. Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement pour répondre à cette revendication-là? Deux choses très simples. En France, la loi a déjà organisé tout ce qui existe au travers de la famille. Enfin, on peut encore progresser, je vous l'accorde. Mais on a déjà bien pensé à tout ce qui concerne la famille homoparentale, d'une seule personne, soit d'un homme, soit d'une femme, en effet. Mais là, tout le contexte juridique existe, la protection de l'enfant existe. Et en même temps, il y a un accompagnement pour ces familles homoparentales et même monoparentales, si je puis me permettre. Quant à l'adoption, elle existe, l'adoption simple, elle peut être vécue par une personne célibataire en France. C'est bien là la difficulté qu'il y a aujourd'hui. C'est cela qu'il faut revoir. Parce que certains ne comprennent pas que
l'adoption puisse être faite sur une seule personne, alors qu'en général, on envisage le couple. L'adoption, elle a été faite sur une seule personne, uniquement au sortir de la guerre, parce qu'il était nécessaire d'accompagner des enfants qui avaient perdu l'un de leurs deux parents. Donc c'est cela qu'il faut envisager. Ce sont deux choses vraiment totalement différentes, et un homme seul peut tout à fait adopter un enfant. C'est ce qu'on appelle aussi l'adoption simple ou l'adoption plénière. Tout cela aujourd'hui existe. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Sur cette adoption simple, vous estimez, vous, que les choses devraient être révisées? Quand vous dites qu'il faut repenser le système d'adoption, vous estimez que c'est satisfaisant, l'adoption simple, ou qu'il faudrait distinguer, améliorer le système, et comment? Alors d'abord, il faut l'expliquer davantage, et deuxièmement, il faut davantage l'utiliser. Quand je vous disais que beaucoup d'enfants attendent dans des foyers d'être adoptés et qu'ils ne pourront jamais l'être, parce que leurs parents existent encore et donnent un signe de temps en temps, peut-être une fois par an quand ça n'est pas moins, ces enfants ne pouvant pas être adoptés, ils pourraient l'être par l'adoption simple. Qui connaît aujourd'hui en France l'adoption simple que nous avons envisagée? Alors, ce point-là, il faut l'améliorer par la communication, l'information, l'action juridique, parce qu'il faut que les juges puissent proposer cette adoption simple beaucoup plus facilement et sincèrement, améliorer ce qui existe déjà me semble déjà bien dans notre société par rapport à ce que propose François Hollande aujourd'hui, à savoir casser ce qui a été construit au travers du Code civil et du mariage que nous avons fondé, opposer ceux et celles qui sont pour et contre, et c'est absolument insupportable que dans notre pays, on oppose les uns avec les autres, créer un débat public. Bon sang de moi, mais c'est quand même un sujet qui concerne les Français. Pourquoi est-ce que François Hollande se refuse soit à faire un débat public, soit à proposer un référendum? Alors, les députés socialistes m'ont répondu, parce que j'assiste à toutes les auditions à l'Assemblée nationale, me disent le débat public, il a lieu à l'Assemblée nationale. On peut les croire. Sauf que moi, étant présente, je dis que le débat public à l'Assemblée nationale n'est pas un débat. Pourquoi? Parce qu'il n'a lieu qu'entre les parlementaires, et que quand il a lieu entre les parlementaires et que la population va en être informée, elle ne peut être informée que de la moitié des auditions et que de certaines auditions. Et je m'explique sur ce point. Vous êtes représentant de la nation. Les députés sont les représentants de la nation. Donc quand vous débattez au nom de la nation. Mais c'est un sujet qui est hautement sensible et hautement personnel. Moi, je représente 22 000 habitants, mais je représente la France entière. Donc à ce titre-là, en tant que député, bien sûr. Mais c'est tellement sensible et tellement personnel ce sujet que je ne peux pas avoir par ma voix l'autorité sur toutes les voix que je représente sur ce sujet très précis. Il en est de même, je ne vais pas mélanger tous ces sujets, mais il y a d'autres sujets tout aussi personnels, comme la santé, le droit de mourir, ou tous ces sujets qui sont intimes, comme la procréation médicale assistée. Tout cela, voyez-vous. On y reviendra, mais non, sur ce point-là quand même. Je voudrais terminer simplement pour vous dire que tous les débats ne sont pas retransmis à la télévision. Oui. Les débats de l'Assemblée nationale. On peut les retrouver, y compris sur votre site d'ailleurs. Non, mais pas tous les débats, parce que tous les débats ne sont pas enregistrés. Par exemple, les débats qu'il y a eu avec les autorités religieuses n'ont pas été retransmises. Il y a plein de débats qui ne sont pas retransmis. Mais quel type de débat? La presse est pleine de ces débats depuis maintenant 3 semaines, 1 mois. La Croix couvre 2 pages presque tous les jours. Quel type de débat vous voudriez dans le pays? Comme un peu nous avions procédé en son temps sur l'identité nationale, des sujets qui sont tellement personnels, qui permettent aux uns et aux autres de se respecter, de s'écouter, d'échanger pour pouvoir progresser, grandir et j'allais dire s'accepter. Ce débat mérite d'être vécu par les uns et les autres. Moi, j'ai organisé dans ma circonscription des débats sur ces sujets, je continuerai à le faire. Je crois que chacun a envie d'exprimer son sentiment, sa vision de la société, sa vision de la famille, sa vision de l'enfant, sa vision tout simplement de son avenir. Benjamin Rosier de RCF. Alors pour revenir aux questions de fond soulevées par ce débat, en quoi un mariage qui ne reposerait plus sur la différence des sexes, leur complémentarité, pourrait porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, et j'utilise cette expression puisque c'est la ligne rouge qui a été énoncée par le président de la République lors de ses vœux aux autorités religieuses, c'était cette semaine.
Tout simplement cette confusion de l'identité. On voudrait faire vivre notre société par rapport à son sexe et non pas par rapport à son investissement, hein, par rapport à l'être qu'il est. La sexualité n'a pas d'abord d'enjeu politique et ça n'est pas politique. Donc il faut savoir expliquer aujourd'hui aux enfants d'où ils viennent. Comment ils ont été conçus. Ils ont le droit de savoir, justement, pour leur protection, comment se fait la vie aujourd'hui. Soit naturellement, soit par procréation médicale assistée en cas d'infertilité. Mais on n'est pas là pour agir sur, comment vous dire, sur l'intérêt des parents. On doit agir pour l'intérêt de l'enfant. Il y a une discrimination faite à l'enfant sur le plan du droit ? Déjà, oui, parce qu'il y a une non-explication, parce que, et on le voit dans tous les nombreux reportages qu'on peut voir à la télévision, et souvent encore hier, hein, j'ai regardé encore hier une émission sur la 2, où on voit que des mères se font faire des enfants parce que c'est leur plaisir, leur bonheur, et ne disent pas forcément d'où vient l'enfant. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. J'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez, pour envisager la suite des choses, que le Conseil constitutionnel pourrait faire obstacle à ce projet de loi? Et puis, d'un point de vue plus philosophique, on a le sentiment aujourd'hui que la gauche est en avant-garde de tous les projets libéraux, la gauche libérale libertaire qui porte des projets d'émancipation, et que la droite en face est incapable de produire un corpus intellectuel qui pas seulement se défende des offensives de la gauche, mais qui porte autre chose. Mais alors, première question, l'anticonstitutionnalité. Si le texte était resté comme à l'origine, et je vois que là-dessus, François Hollande a une fois de plus reculé, il a supprimé la PMA et la GPA du texte qui, initialement, ne devait pas l'être, mais qui l'était de façon indirecte par un amendement. Bref, on n'en parle plus. Mais pourquoi c'était anticonstitutionnel? Tout simplement parce que la procréation médicale assistée ne pouvait être octroyée qu'aux femmes. Jusqu'à présent, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, on ne pouvait, en faisant cette loi, que créer une discrimination. Donc, de ce point de vue-là, la loi était d'office anticonstitutionnelle. Donc, ce recul de François Hollande nous permet de comprendre que peut-être il va pouvoir poursuivre son recul, en tout cas je l'espère, sur le projet de loi que je répète est très mal ficelé, génère de l'homophobie et même génère de la confusion dans les esprits des Français et déstabilise notre société. Deuxième point. Une question sur ce point. Est-ce que vous allez apporter des amendements ? Évidemment qu'on va étudier. Pour l'instant, on est en train de travailler sur le fait que nous ne voulons pas que ce texte passe à l'Assemblée, puisqu'il n'a échappé à personne aujourd'hui que la majorité était majoritaire et qu'à ce titre-là, ils peuvent tout passer. Donc on aura beau s'élever en contre ce projet, nous, à la droite, nous ne pourrons pas obtenir satisfaction. Donc d'office, ce projet de loi passera. Ce que je veux déjà dans un premier temps, c'est que le président prenne conscience qu'il est en train de bousculer la France, qu'il n'est pas en train de la faire grandir et qu'il est en train d'opposer les Français et qu'à ce titre, il doit envisager soit un débat public, qu'il refuse toujours, soit un référendum, ce qu'il refuse toujours. La deuxième partie de la question de Louis Dauphren. La deuxième partie, sincèrement, pourquoi stigmatiser la droite de droite rétro? Franchement, quand on est en train de parler de ce combat que nous avons fait aujourd'hui tous, ensemble, tous, pour combattre l'homophobie, c'est déjà une très grande progression. Permettre à deux hommes ou deux femmes de s'aimer et de le dire publiquement, ne trouvez-vous pas que c'est une grande progression? Notre société a besoin d'évoluer au rythme de l'évolution des personnes, mais la gauche n'est pas dans l'évolution, elle est dans l'anticipation. Elle est en train de proposer des tas de choses que même les homosexuels eux-mêmes, pour les avoir rencontrés fréquemment, ne réclament pas. Et comment pourriez-vous être dans l'anticipation, justement? Comment pourriez-vous être dans l'anticipation pour en quelque sorte devancer, ne pas être dans la défensive, dans le combat d'arrière-garde? En proposant l'union civile, je trouve que c'est une très grande d'abord avancer, ça me semble quelque chose de satisfaisant. Écoutez, est-ce que vous croyez véritablement que notre société a gagné beaucoup sur les avancées notoires du socialisme au travers des 35 heures?
Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que notre société a beaucoup évolué par rapport aux propositions de François Hollande depuis qu'il est là au gouvernement? Franchement, il n'a fait que reculer, il n'a fait que du semblant. J'ai envie de vous parler du traité européen qu'il avait dit qu'il allait renégocier, il ne l'a pas renégocié. Le crédit impôt aux entreprises, il avait dit qu'il supprimerait, il est en train de le laisser. On peut aller même très loin. Je me demande même s'il ira sur la fameuse loi du non-cumul des mandats, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Tous les élus socialistes cumulent, et particulièrement en Indre-et-Loire. Merci. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Claude Rève, député UMP d'Indre-et-Loire, ancienne secrétaire d'État à la famille. Et nous vous retrouvons tout de suite, Claude Rève. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du Face aux chrétiens avec Claude Greff, député UMP d'Indre-et-Loire, ancienne secrétaire d'État à la famille. Alors Claude Greff, je voudrais vous faire réagir sur deux chiffres. Tout d'abord, 65% des Français, selon le dernier sondage du JDD, sont favorables à cette loi dont on débat depuis un instant, et 53% sont pour l'adoption d'enfants homosexuels, par les couples homosexuels. Ne pensez-vous pas qu'en vous mobilisant de la sorte, vous vous coupez d'une large partie, d'une majorité de l'opinion, parce que 65%, c'est beaucoup, c'est même plus que les 62% des Français qui étaient favorables à l'abolition de la peine de mort en 81. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'opposition? Je vais vous dire quelque chose de très simple. Ce que j'ai pu constater, c'est que la différence qu'il y a entre les élus de terrain, comme moi en l'occurrence, et d'autres collègues, et ce gouvernement, c'est qu'il y a une vraie différence de connaissance de la volonté de notre société. Parce que s'ils approfondissaient le sujet plutôt que de rester dans leur idéologie jusqu'au boutisme, parce que là, on est vraiment à vouloir passer un texte au forceps, hein, on est d'accord. S'ils sortaient de leur idéologie, ils constateraient comme moi qu'en effet, 65% des Français sont favorables au mariage homosexuel. C'est le terme, c'est ainsi fait. Mais cela veut dire tout simplement qu'ils sont comme vous et moi, en tout cas comme tout à chacun, ils sont, ces Français, en très grande évolution. C'est-à-dire que cette homophobie qui existait avant n'existe quasiment plus. Et aujourd'hui, on est tellement dans une société qui a évolué et qui est prête justement à reconnaître que deux hommes ou deux femmes puissent s'aimer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les Français le définissent. Mariage homo, ça veut dire qu'on reconnaît que deux hommes ou deux femmes s'aiment. Sauf que quand on continue à discuter avec eux, et qu'on gratte un peu, et qu'ils nous disent « ça, oui, ils peuvent se marier ». Ah non, mais quand il s'agit de filiation, ah bah non, non, là on n'est plus d'accord. L'adoption, vous vous rendez compte, si on autorise l'adoption pour les homosexuels aujourd'hui, cela veut dire qu'on se ferme toutes les portes de l'adoption internationale, puisque la plupart des pays qui aujourd'hui nous offrent ou nous donnent des enfants à l'adoption sont des pays qui refusent l'adoption homosexuelle. Donc quand on gratte un peu, les Français sont comme beaucoup en se disant non, alors c'est peut-être pas ce qu'il faut proposer. Il vaut mieux proposer autre chose que mariage, parce qu'en France c'est ainsi, le mariage égale la filiation. Eh bien proposons autre chose, proposions l'union civile. Qu'est-ce que vous faites, comment vous réagissez quand vous voyez que l'Espagne, qui était très mobilisée, notamment l'Église, au départ c'est beaucoup mobilisé, que l'Espagne s'est un peu habituée à ce mariage homosexuel, que la droite, revenue au pouvoir, ne l'a pas changé. Est-ce que vous allez la changer en revenant? Oui, et je l'espère vivement, parce que comme je vous le disais, malheureusement, si cette loi est vraiment mise à l'Assemblée nationale, elle passera parce que la gauche est majoritaire. Bon, on peut être majoritaire, mais pas forcément les meilleurs, c'est ça que je veux aussi vous dire. On peut avoir raison tout seul, mais... tort. Ah bah oui, non mais attention. Mais si nous revenons au pouvoir, sincèrement, nous reverrons tout cela. Pourquoi vous me parlez de l'Espagne? On peut s'habituer à tout, monsieur. Mais est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre société? Est-ce que nous n'avons pas envie, plutôt, d'une meilleure... communion, vie ensemble, tolérance, acceptation de l'autre, est-ce qu'il n'est pas mieux et plus fort et plus grand pour un pays que de travailler ensemble pour tout le monde plutôt que d'imposer, coûte que coûte, une loi qui va être obligée de s'appliquer à tout le monde? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de mariage. On parlera de cette fameuse loi du mariage homosexuel. Que deviendraient les couples homosexuels qui auront, d'ici votre éventuel retour au pouvoir, été mariés?
si vous abrogez la loi, ils ne seront plus mariés? Qu'est-ce qu'elle sera leur statut? C'est bien là la difficulté. C'est la raison pour laquelle je propose, enfin, j'incite François Hollande à revenir à de plus sages raisons. Et vouloir une loi au forceps n'a jamais été quelque chose sans contre-coup. L'accouchement, c'est la même chose quand il se fait au forceps. Il y a évidemment des dégâts collatéraux. Et le dégât collatéral, c'est notre société. Et opposer les Français, alors qu'on est aujourd'hui dans une situation où il faut économique, sociale et même, j'allais dire, bien plus loin, géopolitique, où on doit avoir une vraie solidarité, une vraie communion entre nous, ça n'est pas vraiment grand pour un président. C'est juridiquement possible d'abroger cette loi une fois votre retour au pouvoir? On peut la modifier. Juridiquement, tout abroger, non, c'est pas possible. Mais la modifier, oui. Revenir, en effet, sur les critères auxquels je suis opposée, à savoir faire croire que 2 hommes ou 2 femmes puissent avoir des enfants. Benjamin Rosier de RCF. Pour compléter la question de mon confrère, imaginons dans ce projet de loi en mars, le second projet de loi sur les questions de famille qui est prévu par le gouvernement pour justement traiter de ces questions de PMA, etc., de filiation, de parentalité. Il faut bien préciser. Alors, GPA n'était pas dans le premier projet d'amendement de la majorité socialiste. Non, mais je les connais, c'est la totale. Oui, certes, c'est la totale. Non. En termes d'argumentation d'égalité des droits, on peut comprendre que ça viendrait. C'est gestation pour autrui. Il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Oui, ma question c'était, on autorise la PMA, comment abroger ensuite? Comment revenir en arrière alors que des couples de femmes auront lancé des procédures? Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui sont plus ou moins longues? Tout simplement parce que si on adopte la PMA pour des couples homosexuels, cela voudrait dire que l'on change l'objectif premier de la PMA, qui était de pouvoir répondre à une infertilité de la femme ou de l'homme. Et donc, c'était le critère médical. Là, on ne serait plus dans un critère médical. On serait dans un critère de confort, si je puis me permettre, puisque ça permettre à quelqu'un d'avoir un enfant sans, alors que génétiquement et physiquement, naturellement, il n'est pas en capacité de l'être. Et là, à ce moment-là, ça devient aussi anticonstitutionnel, puisque nous sommes obligés de changer la Constitution. Je vous rappelle que tout ce qui a lieu et qui a trait à la bioéthique, et là, on est en plein dans la bioéthique, quel cas doit être revu au travers de la Constitution. Donc, il faudrait changer la Constitution. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Dominique disait à l'instant justement qu'au regard du sondage, finalement, si je suis ce que disait Dominique tout à l'heure, la droite n'aurait pas trop intérêt à se lancer sur ce terrain parce que les Français auraient une opinion qui serait majoritairement favorable à ce projet de loi Taubira. Est-ce qu'à l'inverse, vous ne pensez pas que cet événement, ce dossier-là, représente un point de cristallisation extrêmement fort qui peut, j'allais dire, faire basculer peut-être des échéances politiques? Depuis les 35 heures, peut-être on n'avait pas connu justement d'affrontement symbolique aussi puissant. Alors comment l'UMP se situe, après tout ce qui s'est passé à l'automne et les divisions internes qui se sont manifestées, comment l'UMP se situe par rapport à cette chance peut-être ou à cette difficulté que représente le fait de se situer sur ce terrain? Alors, tout à l'heure, je vous expliquais que pour moi, la sexualité n'a pas d'enjeu politique et n'a pas de parti politique. On ne serait pas plus à droite ou à gauche selon qu'on est... Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la gauche aujourd'hui. Apparemment, tous les homosexuels seraient de gauche, puisque apparemment, ils ont tous voté pour les 60 propositions et la proposition 31 de François Hollande, ce qui est faux. Il existe des homosexuels à droite comme à gauche. Et je ne souhaiterais pas que l'UMP... qui a eu des difficultés majeures, il faut les reconnaître quand même, dernièrement, depuis le mois de novembre, lorsqu'il a fallu choisir notre candidat, en tout cas notre président de l'UMP. Sincèrement, ça serait vouloir, de la part de la gauche, vouloir mettre le parti politique à un niveau qui n'est pas celui que je considère, que de vouloir le mettre dans ce combat, qui est un combat, je le rappelle, pour le choix de société qui est le nôtre, pour le combat contre l'homophobie, pour répondre à celles et ceux qui aujourd'hui vivent avec nous et qui sont homosexuels et à qui il faut apporter une réponse. Je crois que ce serait dommage qu'on en fasse un combat droite-gauche dans le sens politique du terme. Mais vous allez accentuer votre présence sur ce terrain-là. Bien sûr. On sent que le FN, par exemple, a une position un peu
délicate sur le sujet et n'ose pas nécessairement occuper tout l'espace. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de contradictions chez Est-ce que vous voulez occuper tout l'espace sur ce terrain-là? Est-ce que vous allez continuer à le faire pour augmenter la dynamique? Je n'occuperai ce terrain que dans l'intérêt supérieur de mon pays et pour l'intérêt général. Ce n'est pas mon parti politique aujourd'hui qui m'intéresse lorsque je combats ce projet de loi, c'est tout simplement l'unité de la nation qui m'intéresse, c'est faire en sorte que nous progressions ensemble, mais non pas les uns contre les autres, comme voudrait le faire croire aujourd'hui le Parti socialiste, qui profite de l'occasion pour justement occulter tous les déboires qu'ils peuvent avoir, tant juridiques au travers des membres du gouvernement, que des propositions du président Hollande, tant sur le plan national qu'international, puisque je vous rappelle quand même que la France n'existe quasiment plus à l'international. Je crois que les socialistes nous ont sorti ce projet uniquement pour occulter leurs difficultés de gestion du pays économique. Laurent de Boissieu, de la Croix. Vous avez parlé à plusieurs reprises de référendum sur la question de l'ouverture du mariage civil aux couples homosexuels. Mais vous êtes une nation, vous connaissez la Constitution. L'article 11 actuellement ne permet pas un référendum sur les questions de société. Alors, est-ce que vous pensez que par quelle procédure vous souhaitez ce référendum? Vous savez que Nicolas Sarkozy a fait évoluer la loi justement pour une plus grande participation des Français et qu'aujourd'hui, lorsqu'un parlementaire sollicite un référendum, il doit être soutenu par un nombre X de parlementaires. C'est pas encore en application. Ça a été voté par le Sénat, mais pas par l'Assemblée, mais pas par le Sénat. Oui, enfin par le Sénat, on sait où il est. La loi actuelle ne le permet pas. Non, sauf qu'on peut faire une tentative, en effet, et que Laurent Wauquiez a fait cette proposition, que nous allons donc signer et que nous porterons à proposition à la société, tout simplement. Oui, donc nous serons justement demander au président de la République d'établir un référendum sur un sujet de société qui concerne l'éthique et qui concerne évidemment l'unité de notre société. Vous êtes hors du droit actuel? Non, nous ne sommes pas hors du droit aujourd'hui. C'est de la politique, mais oui, nous ne sommes pas hors du droit. Chaque parlementaire peut faire des propositions. C'est ce qu'a fait aujourd'hui Laurent Wauquiez et que j'ai co-signé. Parce que je ne veux pas de cette loi qui est mal ficelée et qui est faite au forceps. C'est pas possible dans une société démocratique, un président fasse autant d'autoritarisme au prétexte qu'il a mis ça dans ses 60 propositions. Croyez-moi, si on était obligé d'attendre toutes ces 60 propositions, aujourd'hui on ne serait pas avec une TVA qu'il a tant combattue. Il a tant combattu cette TVA que proposait Nicolas Sarkozy et aujourd'hui il nous l'applique. Benjamin Rosier, de RCF. Après la guerre des chefs Fillon-Copé à l'UMP... Oui, qui n'était pas très belle. Qui n'était pas très belle. Non, je l'accorde. Est-ce que finalement cette question, ce débat de société autour du mariage pour les couples homosexuels vous recimente pas un petit peu? Oh, je crois que... Dans votre parti? Oui, peut-être dans notre parti, mais bien au-delà, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des élus socialistes, et en l'occurrence des parlementaires socialistes, et beaucoup sont opposés à ce projet de loi. Sauf que par idéologie et peut-être par devoir, ils voteront cette loi, mais ils le feront à contre-cœur. Certains ont le courage, et l'ont déjà dit aujourd'hui publiquement, qu'ils ne voteraient pas cette loi. Majoritairement, beaucoup ont intérêt à voter cette loi parce que là, ça voudrait vraiment dire que François Hollande est complètement hors du temps. Il n'a pas le charisme, il n'a pas la capacité de gérer un pays comme la France. Et je trouve regrettable qu'on se serve d'un tel sujet qui mérite, au-delà d'un combat politique, toute notre attention. J'ai rencontré de nombreuses familles qui ont des enfants homosexuels et qui souhaitent véritablement pouvoir vivre avec équilibre, avec sérénité, que les familles soient mieux accompagnées, que justement les hommes ou femmes homosexuels puissent vivre leur amour, j'allais dire publiquement, pas toujours caché. On a besoin de vivre aujourd'hui ensemble. D'ailleurs, regardez notre jeunesse aujourd'hui. Notre jeunesse... plus personne n'est choqué. Aujourd'hui, nos enfants parlent naturellement, comme moi d'ailleurs aujourd'hui, de l'homosexualité. Tout cela n'a pour moi plus de problème majeur. Il faut le régler pas au cas par cas, mais à situation égale. Et en l'occurrence, c'est ce que je décris. Cette loi est mal faite parce qu'elle concerne le mariage, qui déstabilise notre société, le code civil, l'aspect juridique. D'ailleurs, entre parenthèses, ont-ils réfléchi aux conséquences en matière de notariat ?
donc de transmission? Ont-ils réfléchi aux conséquences juridiques? Parce que les homosexuels sont comme les hétéros, ce sont des êtres normaux, et ils peuvent s'entendre avec quelqu'un et un jour pas s'entendre avec un autre. Divorcer. Donc ils vont divorcer. Comment va se gérer cette situation? À qui vers qui sera dirigé les enfants? Enfin, ces problèmes complexes ne peuvent pas être résolus dans un projet de loi énorme. Je vous le disais tout à l'heure, faire déjà une loi, c'est déjà tellement compliqué. Quand on fait une loi avec 3 sujets, mais c'est insupportable, il y a quelque chose qui ne peut pas aller. Avant de parler de l'UMP, on y reviendra, on a déjà un peu abordé. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur, non plus sur le mariage homosexuel, mais sur un rapport, le rapport Sicard. Ah, oui. Vous, ancienne infirmière, toutes ces questions de santé, vous les avez portées, vous les avez défendues souvent à l'Assemblée nationale et puis ensuite comme secrétaire d'État à la famille. Quelle est votre position, à vous personnellement, sur le rapport Sicard et notamment l'euthanasie, le suicide assisté? Quelle est votre position à vous, Claude Greff, ancienne infirmière? J'insiste là-dessus parce que je sais que pour vous c'est important. Et membre aussi de la commission bioéthique qui a eu lieu et à laquelle j'ai beaucoup participé. Ma position, elle est très claire. Permettez-moi de faire le parallèle à l'instant même par rapport à la loi sur l'adoption. Je vous disais qu'elle méritait d'évoluer parce qu'elle avait été faite en son temps et qu'elle n'est aujourd'hui plus forcément à la hauteur de la situation. Eh bien, en matière de bioéthique, et plus particulièrement, vous parlez du rapport Sicard, nous avons, alors que Nicolas Sarkozy était président, au sein de la commission bioéthique, favorisé les soins palliatifs. Pourquoi ? Parce que les soins palliatifs ont toujours comme objectif la vie. Vous l'avez rappelé, été infirmière. J'ai toujours travaillé pour la vie et jamais pour la mort. J'ai travaillé pour la vie et faire en sorte que la vie soit toujours supportable dans les meilleures conditions. C'est bien l'objectif de toute médecine, c'est de travailler pour la vie. Et en effet, la vie s'arrête un jour. Et il faut pouvoir l'accompagner. Et c'est en cela que nous avons fait de très gros progrès avec justement cette loi sur les soins palliatifs. C'est faire en sorte que nous accompagnions mieux la fin de vie, c'est-à-dire toujours la vie. Je parle toujours du mot vie. Et ce que je regrette, et c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle avec l'adoption, c'est qu'aujourd'hui, cette loi qui a été faite n'est pas encore bien appliquée et suffisamment appliquée. La loi Leonetti, connue. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la loi sur les soins palliatifs et donc la loi fin de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des établissements hospitaliers qui n'ont pas tous encore des soins palliatifs. Vous avez des médecins qui sont encore réfractaires aux soins palliatifs. Vous avez des hommes... raison d'ailleurs? Parce qu'ils ont une éthique. Ils ont une éthique et que, là tout à l'heure on parlait du mariage homosexuel, c'est un choix de vie, un choix de société. Je crois qu'il faut aussi savoir respecter l'identité et la vie AVIS, la vie de chacun. La vie de chacun. Et donc, en matière de soins palliatifs, il faut qu'on se donne plus de moyens économiques pour que les soins palliatifs soient davantage utilisés, pratiqués au sein des établissements et au sein du domicile des patients. Et je regrette sincèrement qu'une fois de plus, là, on est vraiment... Et c'est toute la différence qu'il y a entre François Hollande et nous. Je parle bien de François Hollande, parce que c'est lui qui est le président de la République aujourd'hui, faut quand même se le rappeler. C'est qu'il a une idéologie. Son idéologie, il l'a expliqué. Il faut faire en sorte que les gens souffrent le moins possible. On n'a pas attendu François Hollande pour découvrir ce genre de choses. Alors, il a demandé un rapport auprès de ce fameux rapport Sicard. Et ce rapport Sicard a expliqué qu'en effet, les soins palliatifs étaient nécessaires et suffisants, que l'euthanasie n'était pas favorable, mais qu'il laissait une porte ouverte pour le suicide assisté, en quelque sorte. Je le comprends, M. Sicard. Il a été missionné par François Hollande qui ne demandait qu'une chose, un rapport qui puisse lui répondre à sa demande. Mais là encore, je m'insurge contre cette volonté. On ne peut pas, aujourd'hui, dans notre société, permettre une telle dérive. On ne peut pas aider les gens à se suicider. Ce n'est pas possible. Sur quels critères? À partir de quoi? Qui pourra décider? Un juge? À quel moment? Au moment de la fin de vie. Mais la fin de vie, on est censé l'accompagner. Donc pourquoi ce suicide? Pourquoi cette organisation? Merci, nous marquons une pause et nous reviendrons avec vous, Claude Greff, pour la 3e partie de ce Face aux chrétiens. Claude Greff, qui est député UMP, ancienne secrétaire d'État à la famille. Une courte pause.
Troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens réalisé en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Nous avons comme invité Claude Greff, député UMP d'Indre-et-Loire et ancienne secrétaire d'État à la famille. C'est une gaulliste. Alors on va vous parler un peu du gaullisme. Vous allez nous dire ce que Claude Greff, ce qu'il en est de ce gaullisme aujourd'hui. Vous étiez plutôt filloniste. Ah, je le suis, filloniste, et dans un département acquis à Jean-François Copé, où l'homme qui monte est Guillaume Pelletier, un homme de la droite forte. Alors, est-ce que vous êtes toujours à l'aise à l'UMP? Moi, toujours. Super à l'aise. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis une femme de conviction, que j'ai des valeurs, et que si j'ai fait de la politique, c'est parce que je veux défendre et mes convictions et mes valeurs. Et le gaullisme m'a appris une chose, c'est qu'il y avait une très grande différence entre deux mots, être têtu et obstiné. Têtu, c'est-à-dire ne rien écouter, ne surtout avoir son objectif, pas écouter à droite à gauche. Obstiné, c'est avoir des convictions et les amener jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle je suis fière d'être à l'UMP, je suis dans l'UMP, je resterai dans l'UMP, mais je serai toujours là pour défendre les valeurs qui sont les miennes. Et je les ai vues davantage au travers de François Fillon, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir travailler à ses côtés au gouvernement. J'ai vu comment il avait travaillé, j'ai vu comment il avait tant travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy. Bien sûr qu'ils avaient des divergences de point de vue, et c'est tant mieux. C'est la même chose avec mes collaborateurs en ce qui me concerne. Nous avons des divergences de point de vue, ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, nous nous trouvons sur la bonne décision. Et c'est cela ce que je veux faire vivre à l'UMP. C'est-à-dire qu'à l'UMP, il y a des hommes divers et variés. Quand je dis hommes, évidemment, je n'oublie pas les femmes, vous en doutez bien. Et que toujours, on doit pouvoir discuter. Mais je ne veux pas laisser à la droite forte l'identité de l'UMP. L'UMP, c'est pas ça. L'UMP, c'est ce que nous représentons aujourd'hui. Une question de Laurent de Boissieu de La Croix. Vous allez manifester dimanche. Oui. Est-ce que c'est Jean-François Copé qui a voulu que l'UMP manifeste? Non, c'est Claude Greff qui va manifester. Plutôt réticent. Est-ce que c'est une méthode d'opposition à la manifestation sur cette thématique-là et sur d'autres sujets? Ce que veut faire Jean-François Copé, et je pense de son rôle, il le fait, et puis il est aujourd'hui le président désigné de l'UMP, donc aux côtés de François Fillon, ils ont pris des décisions, et chacun... C'est aussi la force de l'UMP, fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas le cas au Parti socialiste. Donc aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je vais aller manifester. Et si je le dis première fois de ma vie, c'est que c'est fort. Parce que c'est un sujet de société qui mérite notre engagement à tous pour dire, prenons du temps, ne faisons pas une loi au forceps, prenons des décisions pour que chacun d'entre nous ne s'oppose pas, mais ait la même vision de notre société. Alors, vous donnez raison en fait à la ligne Copé, qui François Fillon a été plutôt réticent à l'idée qu'il y ait des manifestations que l'UMP mobilise dans la rue. C'était François Copé qui était plus sur une ligne d'opposition forte, de mobilisation dans la rue. Donc, là où je donne raison à Jean-François Copé, c'est qu'il faut en effet exprimer clairement notre volonté. Là où j'ai quelques réticences, premièrement parce que ça sera la première fois que je manifesterai, deuxièmement, je crains et je suis sûre qu'il y aura des débordements, parce qu'il y en a qui sont déjà organisés pour qu'il y ait des débordements, pour nous faire passer pour une droite complètement facho, ce qui n'est pas le cas du tout. Vraiment, ça n'est pas du tout notre cas. Donc, je le crains. Et c'est pour ça que j'ai quelques réticences à aller manifester. Et puis aussi parce que je suis parlementaire, et vous le disiez très justement, je ne sais plus, l'un d'entre vous disait, mais vous êtes parlementaire, vous pouvez agir. Sauf qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement socialiste, le Sénat socialiste, l'Assemblée socialiste, les régions socialistes, les départements socialistes. On n'a plus beaucoup la loi, et même à l'Assemblée nationale, on n'aura pas la majorité. Donc oui, je peux parler à l'Assemblée nationale, mais je veux exprimer aux Français mon désaccord sur cette loi mal ficelée qui oppose les Français et qui est une loi qu'on veut faire passer au forceps. Benjamin Rosier de RCF, une question. Alors il y a beaucoup de choses qui sont socialistes, c'est vrai en ce moment. Alors pour retrouver le succès électoral à l'UMP, vers quelle évolution idéologique devrait aller ce parti? Eh bien, vers tout simplement ce que je vous ai expliqué, les valeurs de la vie, du respect d'autrui, d'évolution de notre société, ça me paraît évident, transformer notre pays pour que notre pays redevienne économiquement pas le plus grand, mais un des plus grands pays, déjà d'Europe et du monde. Je rappelle que le couple Merkel-Sarkozy a été tant décrié, mais il fonctionnait. Aujourd'hui, il n'existe même plus. Monsieur Hollande est vraiment bien petit à côté de Monsieur Merkel. C'est toutes
cette vision de notre société que je veux aujourd'hui porter au travers de l'UMP, en ayant des actions d'information, des propositions, et c'est là où l'UMP doit réagir maintenant plus que jamais. Après ces combats internes, aujourd'hui, l'UMP doit être force de proposition pour combattre cette gouvernance idéologique d'un pays qui nous amènera droit dans le mur, et on le voit bien aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le chômage progresse. Et quand je vois M. Ayrault à l'Assemblée nationale, quand on lui parle du chômage, il dit c'est quasiment une fatalité. Ben, si il est là pour être Premier ministre, pour constater une fatalité, je trouve ça un peu dommage. Vous avez dit, Laurent Boissieu de la Croix. Vous avez dit après ces combats internes, mais le combat interne va repartir, parce qu'une nouvelle élection à la fin de l'année pour la présidence de l'UMP. Oui. Est-ce que vous faites confiance, déjà Jean-François Copé, pour faire une équipe élargie et qui prépare de façon neutre l'élection qui aura lieu en septembre? Et est-ce que vous souhaitez que François Fillon soit de nouveau candidat, puisque vous l'aviez soutenu? Alors d'abord, l'UMP et plus particulièrement Jean-François Copé et François Fillon ont beaucoup discuté, ils ont des accords qui sont respectés. C'est la raison pour laquelle le groupe Rassemblement UMP, dans lequel j'étais pour exprimer mon désaccord sur l'organisation, c'était pas sur l'UMP, c'était sur l'organisation du vote aux partis politiques, ce groupe Rassemblement UMP est dissous. Donc, enfin, ça, il va être dissous dès la rentrée parlementaire. Nous allons travailler jusqu'au mois de septembre, main dans la main, puisque tout sera en binôme dans les organisations. Le binôme jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, la démocratie existera. Mais j'appelle une démocratie organisée, non pas dans le sens où on dira à chacun ce qu'il faut qu'il vote. C'est tout simplement que l'UMP était un parti qui s'était fondé sur des structures vieillissantes et que l'UMP, parti, n'a pas su organiser le vote démocratique au sein de l'UMP. Au mois de septembre, on sera organisé, le vote sera démocratique, il n'y aura pas de discussion sur qui a voté bien, pas bien, les procurations mal faites, pas faites, et tout le pataquès qu'on a connu, je ne veux pas revenir là-dessus. On va marcher sur une ligne forte, droite. C'est ce que fait tout simplement l'UMP, mais elle ne tient pas uniquement sur la droite forte. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, une question. Alors justement, une ligne droite forte, mais aujourd'hui on est un peu en attente quand même de savoir où se trouve le centre de gravité de l'UMP. Si vous êtes, on l'a bien vu avec l'hostilité au projet de loi Taubira que vous avez manifesté, qui porte une vision très libérale. Alors que devient la vision libérale de l'UMP si la gauche elle-même occupe l'espace de la vision libérale? Et que devient l'UMP centriste si la droite forte et la partie droite de l'UMP qui empiète sur le Front National continuent de monter? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le propos que vous venez de dire sur le mot libéral. Parce que libéral, à mes yeux, a un autre sens. Là, lorsque vous parliez de la loi Taubira, c'est pas libéral comme loi, la loi Taubira. C'est une loi qui veut tout casser. Et je ne crois pas qu'on aille dans la modernité et vers le libéral quand on casse tout. Donc libéral, oui, la droite a toujours été, elle évolue selon la société, mais de ce point de vue-là, l'épicentre, entre guillemets, de la droite a toujours été les valeurs que nous avons portées, en l'occurrence, le respect de l'être humain. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est notre société et ce que le général de Gaulle a toujours voulu, faire en sorte que notre pays ait la place qu'il l'est aujourd'hui dans notre société, et plus particulièrement dans le monde. Une question de RCF, de Benjamin Rougier. Pour revenir au dispositif de redésignation du président de l'UMP, prévu donc, au mois de septembre. Au mois de septembre, dans plusieurs mois, il vous apparaît sans faille pour éviter de revivre ce que vous avez vécu il y a quelques semaines? Je serai très vigilante. Vraiment sans faille? Croyez-moi, je serai très vigilante pour que justement il y ait une bonne organisation, une bonne entente et que tout se passe bien. Et je crois que je ne serai pas la seule à le faire. Je suis convaincue que Jean-François Copé a compris ce qui s'était passé et les déboires que cela avait pu engendrer tant sur sa notoriété que sur celle de François Fillon et plus généralement sur l'UMP. Nous n'avons pas intérêt à ce que ça fonctionne comme cela. Je crois que tout le monde sera très vigilant et fera en sorte que les choses se passent bien. Je crois. Vraiment, nous y avons tous intérêt. Laurent Boissieu.
Quel serait le candidat que vous souhaiteriez, pour lequel vous souhaiteriez pouvoir voter? Ah ben alors là, je ne peux pas vous dire, parce que c'est la raison pour laquelle tout ça avait été très mal fait au mois de novembre. On n'avait que 2 candidats. C'est une drôle de démocratie. Donc il faut revoir le principe des parrainages. C'est pas possible, quoi. Souhaitez-vous qu'il y ait un maximum de candidats? Bien sûr. C'est ça la vraie démocratie. Alors je suppose que Laurent Wauquiez, qui était candidat, NKM, Xavier Bertrand... Bruno Le Maire. Parce que Laurent Wauquiez n'était pas candidat. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Voyez-vous, mais bon, c'est peut-être que je Parce le qu'ils vois. ont un profil qui se ressemble, voilà. C'est possible. En tout cas, j'ai tellement l'habitude de travailler avec tous. Donc, pour moi, je ne fais pas trop de différence. C'est ça, la démocratie. Il faut bien choisir, à un moment donné, un président. Quand on choisit le président, c'est pas qu'on est contre. Moi, quand j'ai choisi François Fillon, c'est parce que François Fillon portait les mêmes valeurs que les miennes. Mais j'ai travaillé avec Jean-François Copé de nombreuses fois. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on tire mon parti vers une droite trop forte, voyez-vous ce que je veux dire. Je veux qu'on reste dans l'axe qui a été le nôtre, et qui, visiblement, remplissait bien sa mission, puisque l'UMP est quand même le premier parti de France, c'est-à-dire le plus grand parti de France. Merci beaucoup, merci Claude Greff pour cet échange avec les journalistes de Face aux Chrétiens. Merci de m'avoir permis d'exprimer tout ce que je pensais sur ce projet de loi mal ficelé. C'est la fin donc de ce Face aux Chrétiens. Merci à vous de nous avoir suivis pendant une petite heure. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux Chrétiens. Si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO, bien sûr. Merci encore. À la semaine prochaine.